Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Je souhaitais d'ailleurs commencer par remercier Céline, David, Hilary et Pascal, mais en même temps, j'ai bien conscience que vous avez tous et toutes et tous envie d'aller manger, donc je vais me restreindre et je vais essayer d'être court, même si vous savez que pour un enseignant-chercheur, ça peut être parfois difficile. Mais promis, je vais essayer d'aller à la synthèse de mon propos. Je peux vous donner le deal de départ, c'est d'essayer de faire une synthèse, et forcément, essayer de faire une synthèse, c'est pas facile. Vous avez vu la pluralité des thématiques qui ont été abordées, au cours de ces 4 tables rondes. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai pris quelques notes, et ce qui m'amènera de temps en temps à lire, mais essayer d'associer l'IA, là, la gouvernance et l'évaluation hier soir, ce matin, la durabilité, des questions importantes, des questions pertinentes, mais nombreuses. Et ce que je vous propose aujourd'hui, moi, c'est de structurer pour clôturer ce congrès, on peut dire congrès, ouais, d'une réflexion un peu personnelle autour d'une question. Je ne pourrais pas toutes les aborder, donc j'en ai choisi une que j'ai libellée comme cela. Comment redéfinir les modalités du management de l'action publique territoriale ? L'idée que je vais tenter de défendre devant vous là, c'est de montrer que seule la régulation de paradoxes issus de l'action publique peut permettre d'innover, peut permettre de renouveler cette vision de l'action publique territoriale. Pour arriver à défendre cette idée, 2 temps dans mon argumentation. D'abord, un premier temps où je vais revenir sur le contexte et je vais essayer de m'appuyer sur la richesse des exemples et des illustrations qui nous ont été apportées au cours de ces 2 jours. Et puis ensuite, peut-être vous donner des leviers qui, à mon sens, permettent justement de renouveler cette vision, permettent un peu d'innover. Alors, pour caractériser le contexte, 3 mots. En tout cas, quand je vous ai écouté, j'ai 3 mots qui me sont venus en tête. Un contexte en mutation, un contexte contraint et un contexte hétérogène. C'est les 3 choses que j'avais en tête. Quand je parle de contexte en transition, c'était encore très visible aujourd'hui. Le tourisme fait face, l'action publique de manière générale fait face à des mutations profondes. On peut penser évidemment, on en a beaucoup parlé, aux mutations environnementales. Le trait de côte ce matin, et on en a parlé tout à l'heure à la pause avec l'exemple de Palavas. La région hier qui nous expliquait toutes les difficultés du respect des écosystèmes. L'agence régionale ce matin sur les jours chauds. J'ai été assez impressionné par l'augmentation du nombre de jours chauds ici à La Réunion. Et donc l'idée qu'il y a une véritable vulnérabilité du territoire et donc un impératif qui s'impose à nous, qui est l'impératif de la durabilité, comme cela a pu être montré au cours de la première table ronde. Mais cette mutation, ce sont aussi des mutations sociétales. On peut penser à l'exemple, alors je ne sais pas si on dit là ou le CINOR, je n'ai pas retenu d'hier, qui nous expliquait que le citoyen, où qu'il soit, devait avoir les mêmes services et donc il avait appliqué le fameux concept de notre collègue de la ville du quart d'heure. Mais ces mutations, elles sont aussi économiques. On voit qu'il y a une forte concurrence entre les organisations de ce secteur. C'était assez parlant hier. C'est peut-être des choix que nous avons dû faire pendant nos moments off. Quand je viens à les réunions, je fais quoi ? Je fais du snorkeling, je fais de la plongée, je fais du surf, je fais du parapente, de l'ULM, de la randonnée, du canyoning. Je m'excuse, j'en oublie sûrement. Mais on voit qu'il y a une concurrence très forte entre les organisations. Et puis, il y a, et on vient d'en parler, une mutation technique et technologique forte. On a parlé de gestion des déchets ce matin avec les installations. Il y va. Le département, hier, avec la préservation des espaces naturels, et puis la commune du Tampon, la région et la préfecture qui développent tous un système d'intelligence artificielle. Donc, un contexte qui montre en fait, au-delà de ces transitions, une accélération de ces transitions. Et je rejoindrai ici nos collègues Christophe Morel et Didier Chabot ce matin sur la nécessité, cette accélération, elle nous amène à une nécessité de réfléchir et de déployer un management qui soit un management d'un territoire plus durable, effectivement. La deuxième pression, ou la deuxième caractéristique, même si je dois l'avouer, elle apparaissait plus à la lecture de vos textes que quand on a discuté au cours de ces tables rondes, mais c'est l'idée qu'il y a un contexte de pression financière assez forte sur nos organisations publiques, et je pense que vous le voyez, des tensions. On a vu le coût des déchets, quand on met en place des installations, ça coûte excessivement cher. Et donc l'idée, peut-être qu'il faut repenser
le modèle économique territorial. On en a eu un bel exemple ce matin avec Palavas-les-Flots. Et puis même pour aller plus loin et pour reprendre les mots de Christophe Favoreux, peut-être repenser même le business model de ces organisations et pas simplement le business économique. Évidemment, on a une pression financière qui est de plus en plus intense et pourtant, de l'autre côté, et j'y reviendrai, on a une exigence aussi accrue de la performance. En lisant ces textes, il y a quelques universitaires ici, j'avais vraiment l'impression d'avoir un reflet sur l'image de l'université, où on nous demande de faire beaucoup plus avec beaucoup moins, sur ce point-là en tout cas. Et puis enfin, je le disais, le troisième élément, agir dans un contexte hétérogène. On voit que ce secteur-là, le secteur du tourisme, on a beaucoup parlé de ce secteur, est très hétérogène au niveau humain. Il regroupe de nombreux acteurs avec des points de vue différents. Et Laurent Botti, en ouverture d'ailleurs, nous expliquait qu'il convenait de manager des parties prenantes avec des points de vue très différents, ce qui générait, et j'y reviendrai plus tard, beaucoup de complexité. On rajoutera que ces acteurs, et ça a été dit hier, ils ont une temporalité qui est très très différente. C'est-à-dire que la temporalité du citoyen n'est pas celle de l'élu, n'est pas celle de la personne administrative ou même de l'État ou de la région. Si j'essaye de vous proposer une autre lecture, et je vais m'amuser un peu à ça, évidemment, et de prendre... Alors hier, on nous a dit, j'ai noté ma casquette conceptuelle, parce qu'on nous a appelé les conceptuels, et d'essayer en vous écoutant, j'avais envie de faire un clin d'œil à nos amis, à nos collègues, Gioc et Emery, qui ont écrit un ouvrage en 2005 sur les paradoxes du management public. Alors, je ne vais pas reprendre les leurs, je vais essayer d'en proposer d'autres. Et quand je vous écoutais, je me disais que finalement, il y avait trois paradoxes. Il y avait le premier qui est assez classique, alors pour le coup en contrôle de gestion, qui est autonomie-contrôle. On a l'impression qu'on a des organisations qui veulent faire des choses, qui veulent s'emparer des mutations techniques, et en même temps qu'il y a des contraintes tellement fortes, des contraintes financières, des contraintes réglementaires qui arrivent du haut et qui, quelque part, nous empêchent de travailler parfois comme on le souhaiterait le faire. Le deuxième paradoxe, c'était le paradoxe entre la logique de service public et la logique managériale. Le territoire, c'est un bien commun. On travaille sur ce bien commun et pourtant, on voit apparaître des vocables, des formulations qui nous ramènent à des logiques de gestion et de management, la performance, l'attractivité, la rentabilité. Et le troisième paradoxe était celui de la complexité versus la simplification. Je l'ai dit, la mise en mouvement de l'action publique oblige à regrouper des acteurs qui sont des acteurs extrêmement hétérogènes. Ce collectif, il faut le mettre en mouvement et c'est parfois extrêmement compliqué. On en a eu des exemples. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On simplifie. Donc, on ramène à un indicateur super simple. On oublie des parties prenantes ou ce matin, on fait une pensée sophistiquée au lieu de complexe. C'est ça, c'est ce que vous nous avez dit. Donc, ces paradoxes, ils ne sont pas nouveaux, ils existent, ils s'expriment avec plus ou moins d'intensité suivant les contextes dans lesquels vous êtes. Mais l'idée que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher à les résoudre, ces paradoxes. On vivra toujours avec. L'idée, c'est plutôt d'essayer de les réguler et d'apprendre à les réguler. Donc pour ça, il nous semble que la régulation des paradoxes, non pas leur disparition, permet de penser l'action publique autrement et donc d'innover en termes de management de l'action publique. Par rapport à cette question-là, peut-être 4 leviers qui nous permettraient d'innover. Le premier, un levier organisationnel. Ça a été dit plusieurs fois, mais ce n'est pas simple. Agir en transversalité, éviter les silos, décloisonner l'organisation publique. On nous a parlé de développement d'un management collaboratif. Le département, hier, nous parlait de décloisonnement pour améliorer la transition. Donc là, on a un premier enjeu qui est un enjeu organisationnel. Comment est-ce qu'on peut sortir de nos organigrammes, je peux le dire comme ça, ouais. Une grille de lecture peut-être intéressante, j'essaierai de vous en donner une grille de lecture théorique, intéressante, j'essaierai de vous en donner une sur chacun des leviers. C'est peut-être de saisir de la théorie de l'acteur réseau qui nous montre très bien comment on peut mettre en mouvement des acteurs, qu'ils soient des objets d'ailleurs ou des humains, mais ça on pourrait y revenir si vous le souhaitez, et que l'on va faire travailler ensemble. C'est une possibilité. Le deuxième levier, et là aussi on en a beaucoup parlé, c'est un levier instrumental. Et vous avez vu, je ne l'ai pas placé en premier, et je rejoins complètement les collègues qui expliquaient que l'instrument, c'est l'output de quelque chose qui se trouve au-dessus et qui est la stratégie.
Mais on a quand même beaucoup parlé d'innovation managériale. J'ai retenu le développement d'une marque, je crois que c'était à la région, hein, c'est ça, à la rencontre des mondes. Donc le développement d'une marque territoriale. Ça n'a pas été dit hier, mais c'est dans le papier, le développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein du département, et aussi le développement des IA qu'on peut considérer comme des outils. Et puis aussi, ce qui nous a intéressé hier dans le cours de la deuxième table ronde, c'est l'innovation sur les outils de pilotage. Comment est-ce qu'on mesure avec, me semble-t-il, une idée intéressante, comment on mesure plus que qu'est-ce que l'on va mesurer. Et c'est ce que nous a un peu montré hier David Carassus quand il a expliqué que l'enjeu était surtout un enjeu de méthode sur ce point-là. Peut-être qu'ici, la grille de lecture théorique, ce serait les théories de l'appropriation et l'idée de se dire que l'outil, quand je dis que l'outil, c'est l'output, non, il faut aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que derrière l'outil, on a beaucoup parlé de ce qui se passe avant l'outil. Moi, j'aime bien parler de ce qui se passe après l'outil. C'est-à-dire que souvent, quand on crée l'outil, on se dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, on a créé l'IA. Ça y est, on a créé un indicateur de performance pour prendre les travaux qui, moi, me recherchent, mon champ de recherche, pardon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se passe après. Comment est-ce que les gens vont se l'approprier ? Et là, si on reprend les échanges de tout à l'heure, effectivement, sur l'IA, on a un vrai sujet. C'est-à-dire que vous êtes convaincus par l'IA, nous sommes tous plus ou moins convaincus, on en a beaucoup discuté entre nous au cours de ces 2 derniers jours. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va l'utiliser ? Est-ce que vraiment il va y avoir une appropriation et quel type d'appropriation ? Et là, il y a une grille de lecture qui nous vient de collègues de l'université, notamment de Nantes, actuellement, qui est extrêmement intéressante pour réussir à décrypter un peu ces éléments-là. Le 3e levier est un levier humain. Apprendre à agir collectivement, c'est pas simple. Comment on crée, comment on anime ce collectif. Hier, moi, j'ai trouvé l'exemple de la ville de Saint-Pierre extrêmement intéressante sur les bidonvilles et la politique de solidarité. Comment on met ce collectif en mouvement et à la fin, on obtient un quartier qui est le quartier de Terre Sainte où on a l'installation d'un CHU d'université de logements sociaux. Donc ça, c'est assez fantastique. Mais la personne qui était là, dont j'ai perdu le nom, nous expliquait aussi toute la difficulté à mettre en place. Il a commencé, pour ceux qui n'étaient pas là, il a commencé par une vidéo qui datait d'il y a 20 ans, c'est ça ? 1983, pardon. Non, beaucoup plus que ça, 40 ans. Là, pour avoir une grille un peu plus centrée sur les acteurs et un peu plus micro, on peut peut-être se saisir de la théorie des représentations sociales et comment est-ce que l'on crée une représentation qui soit collective, qui soit identique, malgré des structures d'appartenance qui sont un peu différentes. Et le dernier levier est un levier de gouvernance. Comment est-ce qu'on intègre la diversité des parties prenantes dans cette gouvernance, dans la coopération qu'on appelle multi-acteurs, qui, vous l'avez vu, dépasse largement les frontières de notre organisation. On souhaite faire adhérer un territoire, mais aussi les autres. On se dit, ça c'est la direction de l'attractivité à la région hier qui nous dit, la force d'un territoire, c'est son récit collectif. Mais comment on crée le récit collectif ? L'UMI qui nous dit hier, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de travailler aussi avec les autres, avec l'ensemble des acteurs. Et puis, au sein de ce dispositif, quel rôle on fait jouer à l'usager, aux citoyens dans cette gouvernance ? C'est un parti pris qui est assez difficile à assumer. Moi, dans la ville dans laquelle je suis actuellement, Poitiers, il y a des grandes expérimentations de démocratie participative. Je suis actuellement, en tout cas, par rapport à l'équipe politique qui est en place. Et on voit que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a un vrai risque politique à mettre en place. Donc, le dire, c'est bien, mais comment on fait ? Ça commence à devenir plus difficile. Laurent l'a évoqué plusieurs cadres. Il y avait un slide de cadre théorique hier. Je vais me permettre d'en rajouter un. Et il a été cité d'ailleurs, c'est le cadre de la valeur publique. Il me semble que la question qu'on se pose quand on parle de gouvernance, c'est quelle est la valeur publique que l'on souhaite créer. Et même si autour de la table, il y a des acteurs privés, il y a des acteurs publics, ça on s'en fiche, mais nous, sur quoi on s'accorde ? Qu'est-ce qui fait sens collectivement pour nous ? Voilà, donc je voulais soumettre à votre réflexion ces 4 leviers et puis je finirai peut-être par un clin d'œil. Entre universitaires, on parle beaucoup de l'ère post-NPM. Le NPM, c'est le New Public Management. On sait que c'est une nécessité intellectuelle, on essaye de s'y engager. Je dirais que moi aussi, c'est aussi et surtout une nécessité pratique. Et d'ailleurs, ça a été dit hier par un des intervenants qui nous a dit « il faut changer de paradigme ». Moi, j'ai noté cette phrase.
et je vais pouvoir prononcer maintenant le mot que je me suis interdit de prononcer pendant toute ma présentation. Il faut donc penser la complexité. Ah, et ça va pas être facile. Et donc, pour ceux qui ont envie de penser la complexité, nous aurons un très, très, très bel ouvrage qui va sortir, coordonné par David et par Céline. Et on aura des éléments très importants, je pense, à montrer sur cette complexité de l'action publique. Merci de m'avoir écouté, surtout à cette heure-ci. Merci beaucoup. Benjamin, brillantissime. Donc, merci pour cette synthèse. Donc, c'est toujours l'art de la synthèse est aussi une compétence. Et il faut la saluer parce qu'entre butiner et être présent, je voulais non pas bien sûr empiéter sur ce qui a été dit par Benjamin, mais comme nous l'avions inauguré hier, nous clôturons là une séquence qui est celle donc, des entretiens à l'innovation territoriale. Vous saluer, mesdames, messieurs, donc saluer, remercier nos intervenants extérieurs à double titre, donc ceux qui étaient extérieurs à l'université, les praticiens à qui j'ai, on va dire, mené une vie rude durant les dernières semaines ou les derniers mois, que vous soyez toutes et tous remerciés. Les intervenants extérieurs géographiquement au territoire, quel travail, quelle aide, quel accompagnement. Là aussi, je retrouverai un moment donné pour vous remercier. Il y a une âme présente qui aussi a été à nos côtés en permanence. Il était un peu en visio, etc. Donc, je remercie aussi quelqu'un qui s'appelle Pascal Fruquet. Et Hilary, voilà, d'Optimal. Voilà, donc des personnes qui ont... Parce que ce genre d'événement n'a pas lieu si, bien entendu, il y a tout un travail en temps caché, masqué et en temps parallèle. Je vous prie, je vous présente mes excuses si à un moment donné des arbitrages ont eu lieu pour réallouer un peu de temps, la ressource rare et le temps. Être responsable ou décideur, c'est pas dire oui, c'est apprendre à faire avaler le non. Donc c'est savoir dire non, parce que s'il y avait que des oui à dire, ce serait trop facile. Quand on prend des responsabilités et je les assume, c'est-à-dire que je vous présenterai mes excuses, ou je vous demande et je vous présente de nouveau mes excuses si des arbitrages ont eu lieu. Nous pouvons être doublement victimes. Nous avons alloué un peu de notre temps aux touristes ce matin et on risque de ne pas manger cet après-midi. Donc, ils vont nous devoir le payer doublement. Je voulais consacrer aussi un mot de fin à toutes celles et ceux qui, du territoire, nous ont prêté main forte en assistant, en venant aiguiser leur curiosité. Vous voyez que l'enjeu de cette manifestation n'était pas simplement de poser du jargon universitaire et de faire en sorte que vous puissiez le transférer et l'avaler sous prétexte d'avoir une indigestion dans les prochains jours. Non, c'était simplement vous dire, vous avez devant vous les stars du moment sur la dimension du management public. C'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi de réalisme. Toutes ont des compétences et des compétences reconnues scientifiquement parlant et aussi en matière de praxis et de pratique du monde extérieur à l'université. Prenons tout ce qui nous apporte comme étant de la valeur, du transfert technologique. Leurs résultats ne s'appliquent parfois pas au territoire insulaire ni à La Réunion, mais leur méthode peut être transposée. Et quand je fais écho, par exemple, Mireille, à nos discussions et à tout ce qui peut nous être utile. Donc, à travers vous, Monsieur le Président, David Carassius et toute l'équipe que vous motivez, managez, et toutes les énergies, les belles énergies, je vois rejouer à Céline. Donc, merci pour ces transferts. Espérons que des graines semées, un time to sow, time to reap, un temps pour semer, un temps pour récolter, afin que nous puissions justement continuer à œuvrer ensemble. Je voulais enfin remercier les équipes techniques, technologiques de la Daman. Les amis, chapeau, Direct Live, merci. Et aussi à travers vous, tous ces et ceux qui à l'université ont œuvré pour que cette manifestation ait lieu. Salim est parti, je viens tout juste d'avoir l'autorisation de mobiliser quelques lignes de crédit. Là, au moment où je vous parle, il y a 10 minutes, donc voilà, J-1, il y a J-2 minutes. Merci aux équipes de l'IAE. Voilà, bon appétit et j'ai réservé encore quelques assiettes pour vous. Hein. Merci beaucoup.